Les habitants de la région racontent encore que d'étranges apparitions hantent les nuits au clair de lune. Le sifflet de la mort aztèque. Les Aztèques l'utilisaient pour imiter les cris d'un être humain, éventuellement lors de rituels ou sur le champ de bataille, et cela fonctionnait un peu trop bien. Le son du sifflet de la mort est tellement perturbant qu'il peut provoquer une réaction instinctive de peur chez ceux qui l'entendent. Les cris imités rappellent des situations de danger et de détresse, ce qui peut désorienter et déstabiliser les auditeurs. Cet effet psychologique était probablement bien compris par les Aztèques, qui l'utilisaient à leur avantage. Voici à quoi ça ressemblait. Maintenant imaginez entendre une centaine de ces bruits pendant que vous dormez paisiblement avec votre tribu. Ceux qui ont entendu le sifflet de la mort dans des reconstitutions modernes témoignent souvent de l'impact profond et déstabilisant du son. Il y a eu l'énorme temple de sacrifice humain récemment mis au jour au Mexique, dont les piliers étaient décorés de crânes humains jusqu'au plafond. Le temple a été découvert dans l'ancienne cité aztèque de Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. Ce site était le centre de l'empire aztèque avant la conquête espagnole. Les Aztèques étaient connus pour leurs pratiques religieuses intenses et leurs sacrifices humains, destinés à apaiser leurs dieux et assurer la prospérité de leur civilisation. Pour les Aztèques, les sacrifices humains étaient une pratique sacrée, essentielle pour le maintien de l'ordre cosmique et le renouvellement du monde. Les victimes, souvent des prisonniers de guerre, étaient offertes aux dieux, notamment Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Les crânes exposés dans le temple symbolisaient à la fois la puissance des dieux et la dévotion des Aztèques. C'est plus dégoûtant qu'effrayant. J'ai creusé le remplissage d'un égout à côté d'un bordel romain. Beaucoup de squelettes de bébés. Les squelettes étaient principalement ceux de nouveau-nés, indiquant que les bébés avaient été jetés peu après la naissance. Les ossements étaient souvent dispersés et mélangés avec d'autres déchets, témoignant d'une pratique systématique et récurrente. Les bordels étaient des établissements courants dans les villes romaines, souvent situés dans des quartiers animés. Ces lieux étaient fréquentés par des hommes de toute classe sociale et les prostituées étaient souvent des esclaves ou des femmes de faible statut. On voit bien les conditions désespérées et la stigmatisation des femmes et des enfants vulnérables à cette époque. Il existe ce qui semble être une représentation exacte d'un spermatozoïde gravé à l'image d'un ancien dieu égyptien de la fertilité dans un temple construit en 1400 avant notre ère. C'est bien avant l'invention du microscope. Cette mystérieuse gravure a été découverte dans un temple égyptien ancien, dédié à Min, le dieu de la fertilité, de la virilité et des récoltes. Min était souvent représenté avec des attributs liés à la reproduction et à la sexualité, soulignant son rôle central dans la fertilité. Certains théoriciens suggèrent que les anciens Égyptiens pourraient avoir eu des moyens de visualiser des structures microscopiques, peut-être par le biais de lentilles primitives ou par d'autres moyens encore inconnus. Bien que cette idée soit hautement spéculative, elle ne peut être totalement exclue sans preuves supplémentaires. Le marteau de London, un artefact qui a suscité des débats et captivé l'imagination des historiens, archéologues et amateurs de mystères. Cet objet, trouvé au Texas, remet en question notre compréhension de l'histoire et de la chronologie de la technologie humaine. Le marteau de London a été découvert en 1936 près de London, au Texas, par un couple nommé Maxan et sa femme, Emma. Lors d'une randonnée le long d'un ruisseau, ils ont remarqué un morceau de bois encastré dans une roche. En examinant de plus près, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un ancien marteau partiellement enveloppé dans un nodule de roche. Le marteau a été libéré de la roche environnante, révélant une tête de marteau en fer bien conservée attachée à un manche en bois. L'une des raisons pour lesquelles le marteau de London est si controversé est la datation de la roche qui l'entourait. Certains estiment que la roche date du Crétacé, soit environ 100 millions d'années. Cette datation soulève des questions puisque les outils en fer n'ont été fabriqués par l'homme que bien plus tard. Je suis en fait choqué que cela n'ait pas encore été mentionné, mais l'ouverture de la tombe de Timur par des archéologues soviétiques en juin 1941.
Descendant de Gengis Khan, Timur était l'un des conquérants les plus sanguinaires de l'histoire. Il a déferlé vers le sud depuis les steppes d'Asie centrale et a conquis la Perse, connu pour avoir massacré des villes entières et construit des bâtiments à partir de leurs squelettes, notamment à Ispahan, où il a ordonné l'exécution massive de 200 000 personnes qui s'étaient révoltées contre lui et a construit des tours avec leurs têtes. Ses exploits s'étendent de la Chine au Levant. La légende raconte que dans son tombeau se trouvait une inscription « Quiconque ouvrira mon tombeau déclenchera un envahisseur plus terrible que moi ». 2 jours plus tard, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa et envahit l'Union soviétique. Les lignes de Nazca. Cherchez les photos sur Google. Elles ont été faites bien avant l'aviation et on ne peut les voir que si l'on est dans un avion. Alors pourquoi ces gens ont-ils fait des dessins gigantesques d'animaux et d'autres choses si on ne pouvait les voir que du ciel? Les lignes de Nazca sont situées dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Elles ont été découvertes dans les années 1920 lorsque des avions commerciaux ont survolé la région. Ces lignes, composées de figures géométriques, de formes animales et de lignes droites s'étendant sur plusieurs kilomètres, ont immédiatement suscité la curiosité et l'émerveillement. Le fait que les lignes soient visibles uniquement depuis les airs reste un mystère. Certaines théories plus spéculatives suggèrent que les Nazca avaient des moyens de voir les lignes depuis les hauteurs, peut-être en utilisant des montgolfières primitives ou des miradors élevés. Cependant, il n'existe pas de preuves solides pour soutenir ces idées. Un village pueblo a connu une terrible sécheresse et une famine. Une habitation a été découverte avec les restes d'une famille morte violemment et portant plusieurs marques de coupures sur tout le corps. On a également trouvé un coprolite humain, ancien caca. Il est courant d'effectuer des analyses chimiques des coprolites pour déterminer le dernier repas d'une personne. Il s'agissait de chair humaine. L'ADN des particules de chair correspondait à l'ADN de la famille. Quelqu'un a assassiné et mangé la famille, puis a fait ses besoins dans la maison. Une civilisation entière vivait dans le bassin amazonien et a été détruite par les maladies européennes sans que les Européens n'entrent en contact avec elle ou n'en prennent conscience. La forêt amazonienne est en fait un gigantesque jardin envahi par la végétation. Cette civilisation aurait développé des techniques agricoles sophistiquées adaptées à l'environnement tropical, utilisant par exemple la terra preta, une terre noire extrêmement fertile résultant de l'amendement du sol avec du charbon de bois, des os, des débris organiques et des céramiques. Ces techniques auraient permis de transformer la forêt amazonienne en un gigantesque jardin nourricier, riche en biodiversité et productivité agricole. En 2016, ils ont mis au jour plus de 900 restes de bébés morts ou tués par des religieuses à Tuam, Galway, en Irlande. Il s'agissait de la fosse septique d'un ancien site où se trouvait une blanchisserie. C'est là qu'on vous envoyait si vous aviez un bébé hors mariage ou si votre famille se souciait trop de ce que les voisins pensaient d'elle. Vous laviez des vêtements jusqu'à ce que vous accouchiez et que votre bébé soit placé dans un orphelinat. De riches couples irlandais, britanniques et américains venaient aider les pauvres bébés dont la mère était bien vivante dans la blanchisserie. Malheureusement, certains bébés ne sont jamais arrivés à l'orphelinat. Je le dis toujours. On sait aujourd'hui que les prêtres ont commis des actes horribles, mais les religieuses sont pires. Elles cachent des choses et font des choses comme Tuam. Les sites funéraires des Vikings sont assez troublants. Ils étaient souvent enterrés avec leurs femmes, leurs esclaves et leurs chevaux. La façon dont Ötzi, l'homme des glaces, est mort est également assez horrible. De même, toutes les fosses communes des anciens fléaux. Je vis dans une ville où l'on a découvert, il y a quelques années, un charnier de centaines de victimes du choléra au XIXe siècle. Nous savions qu'ils étaient là quelque part, nous trouvions des os dans le sol depuis des années, mais la découverte a tout de même été un choc pour les gens qui vivent aujourd'hui sur ce cimetière. Homo erectus qui faisait des extractions d'or. Quel en était le but? Pourquoi un homme primitif, à 2 ou 3 espèces de sapiens, creuserait-il des trous de 20 mètres de profondeur pour quelques onces de métal? Les archéologues ont trouvé des preuves suggérant que Homo erectus, qui vivait il y a environ 1,9 million à 110 000 ans,
auraient extrait de l'or. Ces découvertes incluent des outils primitifs et des traces d'extraction dans des sites anciens, indiquant que cette activité était pratiquée bien avant l'avènement de Homo sapiens. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la théorie des anciens astronautes propose que des extraterrestres ont visité la Terre dans un passé lointain et ont influencé ou dirigé le développement de la civilisation humaine. Selon cette théorie, les extraterrestres auraient besoin de ressources terrestres, notamment l'or, et auraient utilisé des humains primitifs pour les extraire. Les partisans de cette théorie suggèrent que Homo erectus n'aurait pas eu la capacité ou la motivation de miner l'or de manière autonome. Au lieu de cela, ils auraient été dirigés ou assistés par des visiteurs extraterrestres. Voici quelques points qui soutiennent cette théorie. Technologie avancée, la profondeur des mines et l'effort requis pour extraire l'or suggèrent une technologie ou une connaissance avancée, au-delà de ce que Homo erectus aurait pu posséder. Motivation extraterrestre, les extraterrestres auraient pu avoir besoin de l'or pour des raisons inconnues, peut-être pour des technologies avancées ou des processus industriels, et auraient donc utilisé les humains primitifs comme main-d'œuvre. Preuve anachronique, il existe des découvertes archéologiques qui semblent anachroniques, montrant des avancées technologiques inexplicables pour les époques auxquelles elles appartiennent. Cela alimente la spéculation sur une intervention extraterrestre. Göbekli Tepe. L'ampleur et l'ancienneté du site sont en elles-mêmes stupéfiantes. Une civilisation sans écriture et apparemment dépourvue d'établissements humains ou d'agriculture a continué à développer ce complexe de temples pendant des milliers d'années à partir de 10 000 ans avant notre ère. Certains monolithes pouvaient nécessiter jusqu'à des centaines de personnes pour les apporter et les ériger. Comment ont-ils transmis le sens de ce projet sans fin à travers les générations ? Et le plus troublant, cet immense complexe a été délibérément enterré, et donc bien préservé, sous des centaines de tonnes cubes de terre vers 8000 avant notre ère. Imaginez que l'on enterre délibérément le musée du Louvre ou le Vatican. Quelle sorte d'appréhension ou de pressentiment de l'avenir les a poussés à abandonner et à enterrer un travail de plusieurs générations ? Cette pensée m'a donné la chair de poule alors que je me tenais là, à regarder la partie découverte par les archéologues. Ils disent que seulement 5% du complexe a été découvert pour l'instant. Je recommande vivement la visite du site et du musée d'Urfa. La bataille de Champing s'est déroulée pendant la période des États belligérants en Chine, lorsque les Qin ont vaincu le royaume de Zhao. On dit que les Qin ont tué plus de 450 000 personnes et enterré leurs soldats vivants. Dans cette région de Chine, on trouve encore aujourd'hui des charniers issus de cet événement. À cette époque, les Qin étaient connus pour leur ambition d'unifier les différents États sous leur règne. Leur armée, bien entraînée et disciplinée, était redoutée par leurs adversaires. Les Zhao, en revanche, étaient l'un des derniers bastions de résistance contre la domination Qin. La bataille est souvent citée comme l'un des affrontements les plus meurtriers de l'histoire antique. Après de violents combats, les Qin, sous la direction de leur général Baekhui, ont réussi à piéger et encercler l'armée de Zhao. Les forces de Zhao, affamées et épuisées, n'ont eu d'autre choix que de se rendre. La victoire à Champing a été un tournant décisif dans la guerre des Qin contre les autres États. Elle a non seulement affaibli considérablement le royaume de Zhao, mais elle a aussi semé la terreur parmi les autres États adversaires. Cette victoire a pavé la voie à l'unification de la Chine sous la dynastie Qin quelques décennies plus tard. Aujourd'hui, des charniers issus de cet événement sont encore découverts dans la région de Champing. Ces sites archéologiques sont des témoignages poignants de la violence et de la cruauté de cette époque. Les fouilles ont révélé des fosses communes contenant les restes de milliers de soldats, offrant une sombre mémoire des atrocités commises. Imaginez que vous soyez le premier à déterrer le crâne d'un T-Rex. Les premiers ossements de dinosaures ont été découverts bien avant que la science moderne ne comprenne ce qu'ils représentaient. Par exemple, des fossiles étaient souvent trouvés par des agriculteurs ou des mineurs et étaient interprétés de différentes manières, parfois comme des os de géants ou de dragons légendaires. L'un des premiers dinosaures formellement reconnus était le Megalosaurus. En 1824, le géologue William Buckland décrivit ce qu'il pensait être les restes d'un immense reptile terrestre. Cette découverte en Angleterre marqua le début de l'ère de la paléontologie des dinosaures. Les découvertes de dinosaures ont toujours capturé l'imagination du public et des scientifiques.
Elle nous rappelle une époque révolue où des créatures gigantesques dominaient la Terre. Être celui ou celle qui découvre un crâne de thé. Rex serait non seulement un exploit personnel extraordinaire mais aussi une contribution inestimable à la science et à notre compréhension du passé. Le lac des squelettes en Inde doit être classé parmi les plus glauques. Le lac Rupkund, souvent appelé le lac des squelettes, est situé dans l'Himalaya indien, à une altitude d'environ 5029 mètres. Il est particulièrement isolé et difficile d'accès, ce qui ajoute à son aura mystique. Ce lac glaciaire est couvert de neige la majeure partie de l'année, mais lorsqu'il dégèle, il révèle un spectacle macabre. Des centaines de squelettes humains jonchent son fond et ses abords. Pendant des décennies, l'origine de ces squelettes a été un sujet de spéculation et de débat. Les premières théories suggéraient qu'ils pouvaient appartenir à une armée perdue, à des pèlerins ou à des victimes d'une épidémie. Cependant, aucune de ces hypothèses ne pouvait expliquer de manière concluante pourquoi tant de personnes étaient mortes en ce lieu spécifique. Le lac des squelettes est non seulement un lieu de mystère macabre, mais il est aussi un site d'importance archéologique. Il offre des aperçus précieux sur les pratiques culturelles, les migrations et les conditions environnementales de l'époque. Chaque squelette raconte une histoire, contribuant à notre compréhension des populations anciennes de cette région. Le premier roi d'Hawaï, Kamama le Grand, a unifié les îles par la conquête et, sur Oahu, il a vaincu la principale force qui s'opposait à lui en la piégeant sur une falaise, les Palis, et en la repoussant. Dans les années 1960, lorsqu'ils ont commencé à construire une autoroute à travers les montagnes, ils ont à un moment donné effectué des travaux dans la zone où s'est déroulée la bataille, et les travaux ont mis au jour des centaines de crânes et de restes humains. À ce jour, personne ne campe ni ne fait de randonnée dans la vallée située sous le Pali, en raison de plusieurs incidents surnaturels dont beaucoup pensent qu'ils sont liés au fait que des centaines de personnes sont mortes dans la vallée. Probablement les tombes du Bon Secours Mother and Baby Home à Tuam, en Irlande, où en 2017 les corps de plus de 800 enfants ont été déterrés sur le terrain de l'ancienne maison. L'âge moyen des victimes se situait entre 35 semaines et 3 ans. À l'époque, le foyer servait de lieu de résidence pour les orphelins et les enfants abandonnés et d'endroit où les mères célibataires, généralement des adolescentes, accouchaient. L'écrasante majorité des enfants étaient morts de malnutrition, de maladies et de négligence générale et l'on s'accorde aujourd'hui à dire que la plupart d'entre eux ont été tués, ou laissés mourir, en raison des sentiments nourris par la culture religieuse qui régissait l'institution, laquelle considérait largement les nourrissons comme des créatures sans valeur, fruits du péché, de la pauvreté et d'une conduite sexuelle immorale. Les corps des enfants étaient jetés dans un cimetière sans nom sur le site, une fosse d'aisance, dit-on, et sur les plus de 800 corps déterrés, seuls 2 décès avaient été officiellement enregistrés par l'institution. La maison de soins a fonctionné de 1921 à 1961 et la culture de l'époque voulait que les mères célibataires, en particulier les mères adolescentes, soient traitées comme des parias sociaux et punies sévèrement par leur famille et leur communauté locale, potentiellement à vie, ce qui signifiait souvent que les mères n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans un endroit où elles pouvaient accoucher en secret, puis se faire enlever le bébé. Les sages-femmes de ces institutions, qui n'étaient pas des hôpitaux, pouvaient être très abusives et le refus d'administrer des choses comme des analgésiques pendant l'accouchement était souvent imposé, car la douleur de l'accouchement était considérée comme faisant partie de la punition pour la conduite sexuelle, pécheresse, de la mère. Le bébé était alors souvent retiré à la mère, qu'elle est suppliée de le garder ou non, et l'institution inscrivait alors généralement l'enfant comme abandonné, orphelin, dans ses registres. Officiellement, ces enfants enlevés sont alors élevés par les institutions jusqu'à ce qu'ils soient adoptés par quelqu'un. Pendant ce temps, les mères biologiques étaient empêchées non seulement d'avoir un contact avec leur enfant, mais aussi de connaître la moindre information sur le sort de leur enfant. Après l'accouchement, il était également courant que la mère adolescente soit envoyée travailler dans les Magdalene Laundry, un système de travail notoire à forte connotation religieuse en Irlande, qui punissait les filles comme elle dans une approche de type « réforme par la prière et les travaux forcés ». De l'extérieur, les Magdalene Laundry étaient perçus par certains comme une institution noble et charitable qui offrait aux femmes issues des couches inférieures de la société, mères célibataires, mères ayant quitté un mari violent, fugueuses, mères dont les enfants avaient été retirés à cause de la pauvreté, etc., une deuxième chance de se réformer et de trouver un emploi, mais la plupart des gens étaient conscients de la réalité de l'institution,
À savoir qu'il s'agissait d'un lieu où des filles et des femmes sans fin étaient soumises à de terribles conditions de travail, à des violences verbales et physiques, et où beaucoup étaient mutilés, ou même tués, à cause des terribles conditions de travail, les Magdalene Laundry, et de l'absence de travail. À cause de ces terribles conditions de travail, certaines femmes y ont également subi des abus sexuels, pour lesquels il n'y a évidemment pas eu de justice. Mais la plupart des gens toléraient la place de ces institutions dans la société, car la haine et le mépris à l'égard de la nature des filles et des femmes qui y vivaient étaient si répandus que personne ne voyait d'inconvénient à ce qu'elles subissent de tels abus et négligences, car cela était considéré comme une nouvelle punition, moralement justifiable, pour les péchés de ces femmes. Les personnes qui dirigeaient ces institutions avaient d'excellentes relations au sein de l'Église et étaient très puissantes dans leur communauté locale. Elles régnaient en fait comme des dieux intouchables sur la vie des enfants nés du péché, qui, à l'inverse, n'avaient aucun pouvoir ni aucun statut dans leur communauté. Les maisons d'accueil étaient souvent gérées comme des prisons, les enfants ne sortaient pratiquement jamais de l'enceinte, et, en raison de la nature secrète des naissances et de la tenue des registres, les communautés locales n'avaient souvent aucune idée de l'existence même de ces enfants. Personne n'a écouté les appels et les préoccupations des mères pendant des décennies, mais même lorsque des signaux d'alarme très sérieux ont commencé à retentir dans les années 1970, après la fermeture de la maison de soins de Tuam, par exemple, lorsque certains travailleurs ont découvert des sacs d'ossements d'enfants dans le sous-sol, les rumeurs de fosses communes sur le site ont abondé dans les communautés. Le problème était que les personnes qui dirigeaient l'ancienne institution étaient encore en vie, influentes et membres actifs de l'Église et de leur communauté, et ont effectivement utilisé leurs relations et leur influence pour annuler ou décourager toute enquête formelle sur la question. Il a fallu des années de campagne de la part de plusieurs personnes pour que des fouilles aient lieu sur le site. La découverte des restes de 222 enfants dans une ancienne maison de retraite différente, mais similaire, a en partie permis de faire tomber la barrière. Mais si ces fouilles ont pris autant de temps, c'est surtout parce que les personnes qui dirigeaient ces institutions sont aujourd'hui en grande partie décédées, et avec elles non seulement leur influence, mais aussi une grande partie de la responsabilité de l'Église au sens large vis-à-vis de ces institutions de cruauté. Et si des centaines d'enfants morts ne suffisaient pas? Des enquêtes en cours indiquent que plus de 1000 enfants pourraient avoir fait l'objet d'un trafic humain à partir de la maison de soins, vers Dieu sait quel destin. Et l'ampleur de ce problème, le meurtre, l'abus sexuel et le trafic d'enfants, etc., semble être massive, affectant beaucoup plus d'anciennes maisons de soins gérées par des religieux et d'autres institutions similaires à travers non seulement l'Irlande catholique, mais le Royaume-Uni dans son ensemble. Au-delà d'une poignée d'excuses verbales, il n'y a jamais eu de véritable justice sur ce terrible massacre et abus de milliers de bébés, de femmes et d'enfants par l'Église catholique. Sûrement l'histoire tragique de Pompéi, une ville romaine prospère figée dans le temps par une catastrophe naturelle dévastatrice. En l'an 79 après Jésus-Christ, le mont Vésuve est entré en éruption, projetant des tonnes de cendres, de pierres ponces et de gaz toxiques dans l'atmosphère. En quelques heures, la ville de Pompéi et ses habitants ont été ensevelis sous une épaisse couche de cendres volcaniques. Les fouilles archéologiques ont révélé des scènes poignantes, des corps pétrifiés dans leurs derniers moments de vie, surpris par la rapidité et la violence de l'éruption. Les bâtiments, les rues et les objets de la vie quotidienne ont été incroyablement bien conservés, offrant un instantané unique de la vie romaine antique. Si j'avais poursuivi mes études d'anthropologie au-delà du premier cycle, j'aurais eu l'intention de me concentrer sur le cannibalisme pour ma maîtrise et sur les sacrifices humains pour mon doctorat. Ces comportements semblent aberrants pour l'observateur occasionnel, mais lorsqu'on les considère en termes de survie, entre autres, le cannibalisme est en fait une décision assez logique. En ce qui concerne le cannibalisme, je pense que la découverte la plus troublante n'est pas une découverte du tout, pour l'instant. Je me suis documenté sur le cannibalisme de survie en Chine pendant la révolution culturelle et, à mesure que les archives s'ouvrent à l'étude, les historiens chinois ont pu mesurer à quel point le cannibalisme était répandu pendant cette période. Ce qui est choquant, c'est la fréquence de ce phénomène. Le cannibalisme a également été pratiqué pendant la famine des années 1990 en Corée du Nord, ce qui ne me surprend pas du tout, mais l'ampleur du cannibalisme et le nombre de cas recensés en Chine sont bien plus importants que ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais pas que les archives seraient là pour le démontrer, mais c'est le cas. Ce n'est donc pas nécessairement une découverte archéologique qui s'est produite,
c'est celle qui se produira lorsque les futurs archéologues ouvriront les tombes chinoises de cette période. Lors de ma visite à Savannah, j'ai fait un tour en kayak dans Ebenezer Creek. Des centaines d'esclaves libérés ont suivi l'armée de l'Union lors de la marche de Sherman vers la mer. L'armée de l'Union était sporadiquement bombardée à l'arrière par les Confédérés. L'armée de l'Union construisit un pont sur le ruisseau marécageux Ebenezer Creek, infesté d'alligators, et dit aux affranchis à l'arrière qu'ils pourraient traverser une fois que ces 14 000 troupes l'auraient fait en premier. Décidant que les affranchis étaient devenus un fardeau, il ordonna de couper le pont, abandonnant 600 à 1000 esclaves affranchis sur la rive occidentale. Les esclaves affranchis n'avaient que la mort ou le retour en esclavage derrière eux. Paniqués, ils optèrent pour une mort quasi certaine dans les eaux. La plupart des hommes, des femmes et des enfants sont morts en tentant de traverser. Quelques-uns y parvinrent et tentèrent de fabriquer des radeaux pour aider les autres. Davis n'eut aucun remords pour ses actes et fut défendu par Sherman. Quelques ossements ont été remontés, mais la crique reste pour l'essentiel une tombe aquatique. Les sacrifices d'enfants dans l'ancienne Carthage. Cette question est en quelque sorte débattue, car nous ne disposons pas de preuves directes de sacrifices d'enfants, il n'y a pas de grand autel sanglant portant la mention « brûler les bébés ici ». En revanche, nous disposons de récits romains faisant état de sacrifices d'enfants à Carthage. En soi, ce n'est pas très accablant, les Romains accusaient tous ceux qu'ils n'aimaient pas de pratiquer des sacrifices humains. Ce qui est troublant, ce sont les restes de crémation d'enfants mélangés à des restes d'animaux incinérés. Il peut s'agir d'une tradition funéraire carthaginoise, un sacrifice animal accompagnant un enfant perdu. Cependant, ce qui est étrange, c'est que les crémations d'enfants et d'animaux ont été trouvées séparément des autres sépultures, ce qui suggère que ces crémations d'enfants étaient en quelque sorte différentes. Pas vraiment archéologiques dans le sens où ils ont été déterrés dans des temps anciens, mais les cadavres entièrement conservés sur l'Everest et d'autres montagnes. Le fait que certains d'entre eux soient ou aient été utilisés comme point de repère pour marquer les chemins et les distances me donne la chair de poule. La température constante en dessous de zéro et l'air sec ralentissent considérablement la décomposition, transformant ces victimes en sentinelles éternelles de la montagne. Les corps restent figés dans leurs derniers moments, parfois encore équipés de leurs vêtements et de leur matériel d'escalade. Le fait que certains de ces cadavres soient utilisés comme point de repère pour les autres alpinistes est particulièrement dérangeant. Sur l'Everest, des corps célèbres comme celui de Green Boots, ainsi nommé en raison de ses bottes vertes distinctives, sont devenus des balises connues, marquant des étapes critiques sur le chemin vers le sommet. Ces corps indiquent non seulement la direction à suivre, mais aussi les distances restantes à parcourir, servant de rappel constant des dangers de l'ascension. Je voulais partager avec vous une découverte scientifique fascinante et presque surnaturelle, un lac au fond de l'océan si dense que même un sous-marin rebondit dessus. Cette découverte extraordinaire met en lumière les mystères cachés dans les profondeurs abyssales de notre planète. Cette découverte a été faite grâce à des submersibles télécommandés et des sous-marins de recherche, qui explorent les fonds marins à des profondeurs inaccessibles aux plongeurs humains. Lors de ces explorations, les scientifiques ont observé que les sous-marins semblaient rebondir ou flotter à la surface de ces lacs de saumure, incapables de pénétrer leur densité élevée. Imaginez piloter un sous-marin dans les profondeurs sombres de l'océan et soudain, se retrouver face à un lac liquide au fond de l'eau, où le submersible rebondit comme s'il avait frappé une surface solide. C'est exactement ce qui a été observé. Ce phénomène est dû à la différence extrême de densité entre l'eau de mer et la saumure, créant une interface distincte et presque impénétrable. Chaque fois qu'ils déterrent un mammouth laineux, ils omettent de dire qu'il y a aussi d'anciens virus dans le sol et qu'ils ne découvrent de tels spécimens qu'en raison de la fonte du pergélisol accélérée par le changement climatique, qui, à un moment donné, augmentera de façon exponentielle puisque la fonte libère une grande quantité de CO2. On suppose qu'un groupe de personnes appelées « Peuple de la mer » aurait mené des raids et détruit de nombreux villages. Il y a eu beaucoup de villes près de la Méditerranée en avant notre ère qui ont brûlé.
Les origines des peuples de la mer ne sont pas documentées, mais il est possible qu'ils aient été originaires d'un certain nombre d'endroits différents, tels que l'Asie mineure occidentale, la mer Égée, les îles de la Méditerranée et l'Europe du Sud. Je n'ai entendu parler de ce groupe mystérieux que lorsque j'étais en première année d'université. L'hypothèse silurienne. En bref, elle pose la question de savoir si nous ne sommes pas la première espèce industrialisée sur cette planète. Comment cela se fait-il? Notre espèce est industrialisée depuis, disons, 1800. Il n'y a donc que 200 ans de technologie significative, et nous existons depuis 10 000 ans au maximum sous une forme ou une autre de société. En 4,5 milliards d'années, combien de fois ce scénario aurait-il pu se produire? Même en 100 millions d'années, c'est assez de temps pour que l'espèce se développe et meure, et presque tout aurait disparu, et avec suffisamment de temps, tout ce qui reste pourrait même être consommé par les plaques tectoniques. Ce qui est intéressant, c'est que le signe le plus évident de la civilisation industrialisée que nous connaissons, les pics de dioxyde de carbone, ont été découverts, le plus récent pour nous remontant à 56 millions d'années, mais il y en a 6 ou 7 au total qui ont été identifiés tout au long de l'histoire. Il est inquiétant de penser que des sources entières ont pu naître, s'élever jusqu'à la grandeur et disparaître complètement sans laisser de traces, à plusieurs reprises. Il se peut très bien que nous en soyons à la 8e itération de ce phénomène, sans même le savoir. Les sépultures antivampiriques en Pologne sont plus fascinantes que vraiment inquiétantes. Je n'aimerais pas être enterré vivant et avoir la tête coupée par une faucille si j'essayais de m'échapper de ma tombe. Au Moyen Âge, les croyances en vampires et autres créatures surnaturelles étaient courantes en Europe de l'Est, y compris en Pologne. Ces créatures étaient souvent accusées de provoquer des épidémies, des morts inexpliquées et d'autres malheurs. Les villageois croyaient que certains individus pouvaient revenir d'entre les morts comme des vampires pour terroriser les vivants. Pour prévenir le retour des morts, des méthodes spécifiques étaient employées lors des sépultures. Ces pratiques incluaient faucilles et pièces de métal, placer une faucille sur le cou du défunt ou une grande pierre sous son menton pour empêcher le corps de se lever. En cas de tentative de sortie de la tombe, la faucille trancherait la tête du vampire. Clous et pièges, planter des clous dans le cercueil ou le corps du défunt, ou placer des pièges à l'intérieur du cercueil. Décapitation et brûlage, dans les cas extrêmes, les corps étaient décapités ou brûlés pour s'assurer qu'ils ne reviendraient pas à la vie. Des fouilles archéologiques en Pologne ont mis au jour plusieurs tombes contenant des squelettes avec des faucilles sur le cou, des pierres lourdes sur la poitrine ou des signes de décapitation. Ces découvertes, bien que macabres, offrent un témoignage fascinant des superstitions médiévales. Les batteries Bagdad et si elles ont été utilisées pour des applications électriques réelles ou simplement pour le stockage. Ces artefacts anciens soulèvent des questions intrigantes sur l'ingéniosité des civilisations passées et leur possible utilisation de la technologie électrique bien avant notre époque moderne. Les batteries de Bagdad, également connues sous le nom de piles de Parthes, ont été découvertes en 1936 près de Bagdad, en Irak, par l'archéologue Wilhelm König. Elles datent de la période des Parthes. Chaque batterie consiste en un pot en terre cuite contenant une tige de fer entourée d'un cylindre de cuivre. Les éléments sont maintenus ensemble par de l'asphalte. L'une des hypothèses les plus fascinantes est que ces artefacts étaient utilisés comme des batteries primitives. Lorsqu'un liquide acide, tel que du jus de citron, du vinaigre ou une solution à base de vin, est versé dans le pot, il provoque une réaction chimique qui génère une petite quantité d'électricité. Des expériences modernes ont montré que chaque batterie peut produire environ 1 volt d'électricité. Un sujet qui a suscité beaucoup de débats et de controverses dans le monde de l'archéologie, les pyramides de Bosnie. Découvertes en 2005 par l'archéologue amateur Semir Osmanagić, ces structures ont captivé l'imagination de nombreux passionnés et scientifiques. Les pyramides de Bosnie se trouvent près de la ville de Visoko, dans la vallée de Bosnie centrale. Semir Osmanagić a affirmé que les collines de la région étaient en réalité des pyramides construites par une civilisation ancienne et avancée. Il a nommé la plus grande de ces structures la « pyramide du Soleil », en référence à sa taille imposante et à sa forme pyramidale. Les déclarations des Osmanagić ont été accueillies avec scepticisme par la majorité des archéologues et des géologues.
De nombreux experts affirment que les structures en question sont des formations géologiques naturelles et non des pyramides construites par l'homme. Ils soulignent que les formations rocheuses qui ressemblent à des terrasses ou des marches sont le résultat de processus naturels. Malgré le scepticisme, certains chercheurs et amateurs continuent de soutenir les théories des ossements magiques. Ils spéculent que les pyramides pourraient être liées à une civilisation préhistorique perdue, possédant des connaissances avancées en ingénierie et en astronomie. Je vais choisir quelque chose d'effrayant parce que c'était apparemment banal. Lorsque j'ai suivi un cours d'introduction à l'archéologie pour médiévistes, l'instructrice, qui avait de nombreuses années de fouilles médiévales à son actif, m'a dit qu'ils avaient l'habitude de fouiller des cimetières et qu'ils n'en étaient généralement pas très affectés, mais qu'il arrivait parfois que l'on trouve des personnes qui, de par leur posture, avaient apparemment été enterrées vivantes, s'étaient réveillées et s'étaient débattues avant de mourir pour de vrai. C'était assez courant pour ne pas être totalement surprenant, mais ce n'était jamais assez courant pour qu'on s'y habitue. La découverte des ossements d'un groupe de 12 néandertaliens, dont 6 enfants, qui ont été dévorés par des cannibales. Les analyses des ossements ont montré des marques de coupe nettes, résultant probablement de l'utilisation d'outils en pierre pour enlever la chair. De plus, les os l'ont été brisés pour accéder à la moelle, une pratique courante dans les comportements de subsistance liés au cannibalisme. Elle montre que même nos ancêtres éloignés faisaient face à des situations de survie désespérées et que les comportements humains peuvent être façonnés de manière radicale par les conditions environnementales. Les cercueils en plomb. À Paris, au XVIIIe siècle, les cimetières étaient tellement remplis que les corps n'avaient pas le temps de se décomposer avant que l'espace du cimetière ne soit utilisé pour enterrer d'autres personnes. En général, dans les premiers cimetières, on travaillait en cercle en utilisant les espaces pour enterrer les gens. Dans une centaine d'années ou plus, ils revenaient au point de départ et personne ne se souvenait plus des personnes enterrées là et ils réutilisaient l'espace. Le corps ayant eu tout le temps de se décomposer, il n'y a pas de problème. Passons maintenant à l'expansion urbaine massive des XVIIe et XVIIIe siècles, où les mauvaises conditions de vie et la courte durée de vie ont entraîné une surutilisation des cimetières de la ville. La pratique habituelle consistant à travailler autour du cimetière pour enterrer les gens se poursuivait. Mais aujourd'hui, il ne faut plus que 4 ans environ pour en faire le tour complet. Le niveau du sol était de plus en plus élevé et les cimetières étaient tellement remplis qu'il n'y avait plus assez de terre autour des corps pour qu'ils se décomposent complètement. L'endroit était en désordre et les corps ne se décomposaient pas correctement avant d'être remués pour d'autres enterrements. Pour remédier à cette situation, ceux qui en avaient les moyens ont commencé à utiliser des cercueils en plomb qui étaient scellés. Ces cercueils sont récupérés par les archéologues et, parce qu'une fois scellés, ils deviennent étanches à l'air, les corps qui s'y trouvent peuvent être parfaitement conservés. L'un d'entre eux contenait une jeune fille si bien conservée que ses vêtements étaient parfaits, ses cheveux étaient encore plaqués et bruns. Elle était si bien conservée qu'on pouvait encore voir la couleur bleue de ses yeux. D'autres cercueils découverts présentaient des fissures, ce qui signifie que le taux de décomposition à l'intérieur peut être très variable. Il peut s'agir d'un cercueil vide, d'un cercueil dont il ne reste qu'un chapeau, de la moitié d'un corps très bien conservé ou d'une horrible gelée, putréfaction, et de tous les niveaux intermédiaires. Les personnes qui ont travaillé sur ces sites et ouvert ces cercueils se sont vues proposer une assistance psychologique par la suite, tant les restes étaient troublants. Le North Loch d'Édimbourg, ce qui est aujourd'hui les Prince Street Gardens, a été un lieu utilisé pour de nombreuses atrocités pendant des siècles, comme la chasse aux sorcières, la noyade des ennemis vaincus, la contrebande et, apparemment, un lieu commun pour les tentatives de suicide. Lorsqu'il a été asséché au cours du XIXe siècle, le nombre de corps apparus a été beaucoup plus important que prévu. Penser que tant de vies ont été fauchées en l'espace de tant d'années dans un endroit où les gens se rendent aujourd'hui pour faire leurs courses ou pique-niquer est réellement obsédant. Ramsès II, considéré par beaucoup comme le plus grand pharaon de tous les temps, est mort d'un abcès dentaire. J'ai été frappé par le fait que l'une des personnes les plus puissantes du monde à une époque donnée a été terrassée dans la fleur de l'âge, il y a des milliers d'années,
par quelque chose que beaucoup considèrent comme acquis aujourd'hui, la santé dentaire. Aujourd'hui encore, des gens meurent d'abcès dentaire, car ils ne savent pas à quel point c'est dangereux. Le fait que nous ayons connu 5 phénomènes d'extinction et que le 6e, le plus important, soit en train de nous sauter à la figure, alors que nous continuons à nous disputer sur la politique et les frontières et que la plupart des gens pensent que Dieu va apparaître d'une minute à l'autre et nous accorder la félicité éternelle en guise de récompense. J'ai parfois du mal à ne pas paniquer à ce sujet. La 6e extinction, souvent appelée l'extinction de l'Holocène ou l'Anthropocène, est unique car elle est principalement causée par l'activité humaine. Les principales causes incluent destruction des habitats, la déforestation, l'urbanisation et l'agriculture intensive détruisent les habitats naturels. Changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre provoquent des changements climatiques rapides, menaçant la biodiversité. Pollution, les produits chimiques, les plastiques et d'autres polluants contaminent les écosystèmes. Surpêche et chasse, l'exploitation excessive des ressources naturelles réduit drastiquement les populations animales. Espèces invasives, les espèces introduites perturbent les écosystèmes locaux. En 1999, une expédition archéologique a découvert les corps momifiés de 3 enfants Inca sur le sommet du volcan Lulayaco, à plus de 6700 mètres d'altitude, dans la province de Salta, en Argentine. Ces momies sont parmi les mieux conservées jamais trouvées, en grande partie grâce aux conditions froides et sèches de l'altitude élevée. Capacocha était un rituel important dans la culture inca, souvent impliquant le sacrifice d'enfants pour honorer les dieux et assurer la prospérité de l'empire. Les enfants, généralement issus de familles nobles, étaient choisis pour leur beauté et leur pureté. Ils étaient conduits en procession jusqu'à des sommets de montagnes sacrées, où ils étaient sacrifiés et enterrés avec des offrandes de grande valeur. Parmi les 3 momies découvertes, l'enfant du Lulayaco, aussi connu sous le nom de la Doncella, la jeune fille, est particulièrement remarquable. Elle était âgée d'environ 15 ans au moment de sa mort et est extrêmement bien conservée, au point que ses traits faciaux, ses cheveux et ses vêtements sont presque intacts. Son expression sereine et ses bras croisés sur sa poitrine suggèrent qu'elle est morte sans souffrance, probablement endormie par des narcotiques avant d'être laissée à périr dans le froid. Le Machu Picchu est plus récent que l'université d'Oxford. Le Machu Picchu est une ancienne cité inca située dans les montagnes des Andes au Pérou. Elle a été construite au milieu du XVe siècle, sous le règne de l'empereur Pachacutec, vers 1450. Cette cité spectaculaire, perchée à 2430 mètres d'altitude, est souvent appelée la « cité perdue des Incas » en raison de son redécouverte par l'archéologue Hiram Bingham en 1911. L'université d'Oxford, située en Angleterre, est l'une des plus anciennes universités du monde. Bien que la date exacte de sa fondation soit incertaine, il est largement admis que l'enseignement a commencé à Oxford dès 1096, soit près de 350 ans avant la construction de Machu Picchu. Xyptotec, un dieu mésoaméricain connu sous le nom de l'Écorché. C'est très effroyable. Les prêtres portaient la peau des victimes sacrifiées pendant des semaines. Les sources Nahua de l'époque coloniale témoignent de cette pratique des plus horribles. Des fouilles archéologiques ont également permis de découvrir de nombreuses figurines illustrant cette pratique. Lorsque j'ai visité le Mexique au début de cette année, les figurines les plus nombreuses exposées dans les musées, représentant une divinité, étaient celles du dieu de la pluie. La deuxième figurine la plus nombreuse était celle de Xyptotec. Peut-être les Vikings sans tête du Dorset. Cela donne un peu plus la chair de poule. Au plus profond des landes désolées du Dorset, une histoire effrayante persiste, on parle des Vikings sans tête, des âmes maudites condamnées à errer dans le paysage chargé de brume. La légende parle d'un ancien pacte qui a mal tourné, où des esprits vengeurs, décapités lors d'une bataille oubliée depuis longtemps, se lèvent chaque nuit pour se venger. Leurs têtes désincarnées, perdues dans le temps, auraient été dispersées dans les landes, aspirant toujours au corps qu'elles ornaient autrefois. Les habitants de la région racontent que d'étranges apparitions s'entêtent les nuits au clair de lune, leur forme spectrale étant enveloppée d'un brouillard éthéré.
Certains affirment avoir entendu des cris fantomatiques résonner dans le vent, souvenirs fantomatiques de batailles menées dans le passé. Selon la légende, quiconque ose pénétrer dans les cimetières risque d'éveiller la colère des Vikings sans tête et d'être condamné à rejoindre leurs rangs spectraux. Des rumeurs circulent sur des vagabonds égarés qui tombent sur des statues décapitées ressemblant étrangement à des guerriers depuis longtemps oubliés, figés dans une danse macabre de vengeance éternelle. L'air est chargé de l'idée troublante que, sous les landes silencieuses, les échos sans tête d'une époque révolue font encore retentir leurs cris de deuil. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.